Le Chapeauté 2, la dernière quête, décidément le meilleur DreamWorks de tous les temps, comme beaucoup de gens s'accordent à le dire. On va voir ça tout de suite. On me connaît sous bien des noms. Je suis le Chapeauté. Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Nous sommes le mois de décembre, et qui dit décembre dit sortie des films de fin d'année. Et mon dieu que ça se bouscule au portillon dans le secteur de l'animation. Cela me met évidemment en joie, vous vous doutez bien. C'est pour cela que je préfère vous prévenir d'avance, les vidéos qui vont suivre sur la chaîne vont surtout se concentrer sur des critiques comme celle-ci. Les concepts originaux reviendront pour 2023, avec je l'espère une ouverture vers d'autres créateurs de contenu, qui sait. Des feats et du fun, bien comme on aime. Mais bref, en attendant, concentrons-nous sur cette fin d'année chargée. Je suis déjà bien en retard. Entre la sortie du Chapeauté 2 au cinéma et Pinocchio tout récemment sur Netflix, ou encore Strange World qui sortira sur Disney+ le 23 décembre, je pense qu'il y a de quoi faire là. En attendant, vous savez ce que vous pouvez faire, c'est de vous abonner si ça n'est pas déjà fait. Et aussi me soutenir en likant et partageant cette vidéo. Ça m'aide énormément. Et qui sait, peut-être que j'atteindrai les 2000 abonnés avant 2023. Bon, gros doute là-dessus, mais on ne sait jamais. Mais bon bref, aujourd'hui, vous l'avez vu au titre, on va traiter d'un film d'animation qui fait énormément de bruit ces temps-ci, bien plus que j'aurais pu me l'imaginer, et ça fait extrêmement plaisir. Chers amis, plongeons-nous dans ce monde fantastique des contes de fées de chez DreamWorks, plongeons-nous dans l'univers du Chapeauté. Générique. Vous l'aurez remarqué, j'ai parlé de l'univers du Chapeauté sans préciser qu'il s'agissait du 2, car justement je m'étais dit qu'il était bienvenu de parler du 1 afin de poser un contexte, mais aussi si ça se trouve de donner envie à certains qui seraient réticents à le voir, et donc de voir le 2 par la suite. Pour ceux qui veulent passer directement à ma critique du 2, le timecode est dans la barre de description comme d'habitude. Le Chapeauté, Puss in Boots dans sa version originale, sobrement appelé Poté, est un personnage d'animation sorti tout droit du conte du même nom de Charles Perrault. On rappelle sa première apparition en tant que personnage à part entière de l'univers de DreamWorks date de Shrek 2, film à succès mettant en scène de nombreux personnages issus de ses contes destinés aux enfants. Suite au triomphe du film et de son personnage félin, on le retrouvera dans Shrek le 3e, sorti en 2007, ainsi que Shrek 4, Il était une fin, sorti en 2010. C'est ainsi qu'un an plus tard, le studio n'a pas chômé et nous propose un spin-off consacré aux origines du Chapeauté. Petit détail cocasse sur ce personnage, mais il s'appelle bien le Chapeauté dans sa version française et non pas le chat beauté, comme le voudrait la traduction littérale si je puis dire, car tout simplement dans le film Shrek 2, Poté signe un arbre de son épée avec un P majuscule, signifiant pouce, son nom original. Détail qui a contraint dans sa version française de lui trouver un nom commençant par la lettre P. L'excuse la plus crédible qu'on ait trouvée viendrait de son fort accent espagnol, son pays d'origine, transformant les B en P. Le Chapeauté, premier du nom, est un film d'animation américain réalisé par Chris Miller, le réalisateur de Shrek 3, sorti 4 ans plus tôt. Poté, donc, serait né en Espagne, plus précisément dans le village fictif de San Ricardo. Seul chat parlant du village, il est recueilli et élevé par Imelda, la matriarche de l'orphelinat. Durant son enfance, il se lie d'amitié avec Humpty, un personnage œuf parlant lui aussi. Rêvant de grandeur et de liberté, ils se mirent en quête de trouver les mythiques haricots magiques, menant au château de géants contenant l'oie aux œufs d'or selon la légende. Je ne vous en dis pas plus sur le scénario pour éviter tout spoil inutile. Si vous voulez le voir, je vous le conseille volontiers, il est disponible sur Netflix. Pour ce qui est des doublages, c'est l'acteur espagnol Antonio Banderas qui prêta sa voix au personnage principal dans la version anglaise, espagnole et italienne des films. Le choix de cet acteur dans la version originale s'explique en partie par son accent espagnol ainsi que son rôle dans les films Zorro, un héros se rapprochant fortement du personnage de Poté. Pour sa version française, on a eu le droit à la belle voix de Boris Rollinger, la voix récurrente de Colin Farrell, Jason Statham ou encore Ben Affleck. Pour Kitty Patte de Velours, sa coéquipière au sein de son aventure, on a la voix de Virginie Efira, une actrice ayant prêté sa voix à de nombreux films d'animation. Je précise pour le personnage de Kitty, car elle sera remplacée par la voix de Diane Dassigny dans le 2. J'ai plutôt bien apprécié ce premier volet, très axé sur l'humour et les actions épiques, fidèle au personnage principal. Cependant,
Cependant, il ne s'inscrit pas dans mes DreamWorks coup de cœur. Il est très agréable à regarder, mais ne révolutionne absolument pas le genre qu'il incarne. Il possède quelques maladresses et des facilités scénaristiques. J'ai tout de même beaucoup aimé le passage sur l'enfance de Poté, assez cool de savoir les origines du personnage. Pour ce qui est de l'aspect graphique, pareil, il reste très attaché à la DA de Shrek. Pour ma part, je trouve que le travail fait sur les chats, leur fourrure et leur comportement est super bien travaillé pour l'époque, mais pour ce qui est des humains, c'est compliqué, ça a vraiment mal vieilli et ça en est presque dérangeant. Je ne sais pas si c'est une volonté artistique de leur part ou des complications dues au budget prévu pour le film, mais tout de même, à titre de comparaison, on a Rio des studios Blue Sky ou encore Kung Fu Panda 2 de chez DreamWorks également, sorti la même année, mettant une sacrée distance au minou. C'était tout de même sûr et certain qu'il y allait avoir une suite à ce premier volet. Après, quand? Ce fut incertain, ça c'est sûr. Il y eut plusieurs annulations de projets d'un potentiel 2, plus difficile à mettre en place que prévu. On a eu le droit cependant à un court-métrage de 13 minutes intitulé Le Chapoté et les Trois Diablos, sorti en 2012. Your new personal god. It's okay. They're much better now. Pas forcément nécessaire pour le coup, une simple quête avec des personnages principaux et un méchant ridicule, un rythme à la fois trop lent et rushé à la fin, et évidemment la fameuse formule du « bah alors vous avez aimé ce personnage, il est mignon hein, eh bien que diriez-vous d'en avoir 3 ?» Et en mode enfant en plus, c'est trop mignon les chatons. Ça va cartonner. Et c'est donc 11 ans plus tard quand même que sortit la toute première bande-annonce du Chapoté 2, la dernière quête. Et là, coup de tonnerre... surprise générale, ça serait donc vrai. DreamWorks aurait donc pris ce fameux virage à 90 degrés dans sa direction artistique. Entre les bad guys et lui, les spectateurs se posent une question, est-ce que tout cela est passager ou est-ce que ça va bien finir par durer? Ça sera au studio d'en décider, en vue des retours du public qui, pour l'instant de ce que j'observe, sont plus qu'élogieux. Mais avant de se plonger dans la critique du Chapoté 2, encore un petit détail à relever. Pour ceux qui s'intéressent au sujet, vous aurez sûrement remarqué que DreamWorks a également changé son générique d'introduction. Le petit garçon ne se contente plus de pêcher à la lumière de la lune, mais se balade plutôt à travers les différentes productions à succès du studio, sous fond musical de Shrek, leur toute première création. L'heure est à la nostalgie et DreamWorks l'a bien compris. Il faut aussi noter que ce générique sera amené à changer pour chacun de leurs films sortants dans les prochaines années. Un vent de changement se fait sentir et je suis très heureux de l'avenir de ce studio que j'aime tant. Mais trêve de blabla, désolé de vous saouler avec mes histoires. Passons à ce que vous attendez tous depuis le début, ma critique sur le Chapoté 2, la dernière quête. C'est parti! Pour vous mettre dans le contexte, j'ai vu le film hier au cinéma et tout ce qui a été écrit à partir de maintenant date d'hier soir. Je suis encore en mode réaction à chaud, mais je vais essayer d'être le plus construit possible. Note à moi-même que je n'étais pas allé au cinéma depuis la sortie de Buzz l'éclair quand même, et ça fait un bien fou. Mais ce qui fait surtout du bien, bah c'est ce film, mon dieu. Bon, évidemment, on va parler de tout ça, mais chaque chose en son temps. Le Chapoté 2, la dernière quête, ou le dernier vœu dans sa version québécoise, que je trouve plus juste d'ailleurs, et donc le dernier long métrage d'animation de chez DreamWorks, sorti dans nos salles de cinéma le 7 décembre. Il est co-réalisé par Joel Crawford et Januel Mercado. Les bandes annonces ont bien annoncé le scénario du film. Poté découvre qu'il ne lui reste plus qu'une vie sur ses 9, ayant gaspillé ses 8 précédentes à cause de son arrogance légendaire. S'offre à lui la chance de prendre sa retraite. Mais ça n'est pas si facile de se débarrasser de ce qui fait sa renommée. Poursuivi par la mort elle-même, il se mit alors en quête de trouver la mythique étoile à vœux pouvant lui redonner ses vies perdues. Durant son aventure, il fit équipe avec Kitty patte de velours, présente dans le film précédent, et de Perrault, un chien errant. Face à eux, recherchant le même objectif à atteindre, on va pouvoir retrouver de nombreux personnages issus des contes de fées pour enfants, comme Boucle d'Or, Little Jack Horner, et bien évidemment le grand méchant loup. Encore une fois, je vais essayer de ne pas trop spoil. Je vous laisse l'occasion de les découvrir par vous-même. De mon point de vue, c'est un pari gagné de la part de DreamWorks. Et oui, alors que des critiques mécontentes fusent de plus en plus du côté de Pixar, et que de nouvelles licences du côté de Disney se pètent littéralement la gueule avant leur sortie, le studio de Shrek a quant à lui bien compris cette nouvelle formule à exploiter. On vit une époque où les gens recherchent la nostalgie. Et quand un produit marche, on en fait une suite. Si vous avez kiffé le Chapoté dans les films Shrek et même dans son premier spin-off, vous ne serez clairement pas déçu dans cet opus. Mais vous ne serez pas seulement amoureux du personnage principal, mais bien de tout ce qui fait le charme de l'univers de Shrek, soit la satire de tous ces contes de fées ayant bercé notre enfance.
d'enfance. Dans ce deuxième volet, on redécouvre un Poté imbu de lui-même, narcissique et orgueilleux, ce qui est assez déstabilisant les premières secondes car effectivement il est connu pour sa fierté mal placée, mais dans ce film elle touche les sommets, du moins avant qu'il perde son avant-dernière vie dans une introduction épique et extrêmement bien rythmée. Oui d'ailleurs, avant cette fameuse scène d'action du géant qu'on retrouve dans les bandes annonces, on a au préalable une scène de chanson. Perso, je ne suis pas très friand de ce genre de scène, surtout quand le film est en français. Oui, je ne l'ai pas vu en VO, mais j'aurai sûrement d'autres occasions de le voir. La VF reste à quelques exceptions près très qualitative. En parlant de qualitative justement, mon dieu, mais la scène du début avec le géant nous met d'entrée de jeu une claque si violente que l'on accepte directement l'idée qu'on en aura plein les yeux dans ce film lorsqu'il s'agira d'une scène d'action. C'est bien rythmé, bien chorégraphié, la musique latino accompagne toujours parfaitement l'action et la caméra prend un malin plaisir à se balader dans tous les sens, laissant l'occasion à Poté de briser le quatrième mur entre deux chorégraphies. Vous voulez voir un truc cool? Mais une fois le film introduit, il faut alors se confronter au scénario. Poté subit une véritable crise existentielle alors que la mort le guette. Notre protagoniste principal voit son existence au plus mal. En gros, une crise de la quarantaine quoi. Mais comme tout le problème a sa solution, des éléments perturbateurs, ici les antagonistes, vont pousser Poté à entamer sa dernière quête, ou plutôt son ultime vœu. Le scénario bascule alors dans une course contre la montre, ne laissant pas une seule seconde d'ennui au spectateur, ayant largement eu le temps de souffler dans le premier tiers du film lors de la retraite anticipée de Poté. Mais ce genre de scénario a ses défauts, ceux d'être non seulement prévisible, mais aussi ne laissant pas trop la place à des scènes beaucoup plus posées et au dialogue plus construit. Heureusement, le manque d'enjeu de l'histoire qui se fait ressentir pour les plus attentifs d'entre nous est vite rattrapé par le découpage des chapitres, le montage des scènes et les changements fréquents de décors qui m'ont impressionné tout du long. Parlons des personnages maintenant. Poté est fidèle à ceux qu'on connaît de lui malgré quelques révélations, notamment avec Kitty, sa partenaire. Bien que ne vous inquiétez pas, on ne retrouvera pas d'histoire d'amour mielleuse pouvant gâcher le rythme de l'histoire. Il est particulièrement bien modélisé et son esthétisme léché le rend tout doux et agréable à regarder. Sa voix française est toujours aussi parfaite. Ensuite, on a Perrault, le chien moche là. J'avais vraiment peur de ce personnage en le découvrant dans les bandes annonces, mais en fait ça va. J'ai l'impression qu'ils ont fait exprès de condenser tous les moments où il faisait des blagues nunuches pour faire rire les enfants et donc attirer dans leur salle un public familial. Bon, le personnage n'est pas plus construit que ça. On découvre certes dans l'histoire son background. J'ai une histoire. J'ai un background. Mais il servira surtout à consolider notre équipe face aux menaces que rencontrent nos héros. Heureusement, on n'a pas eu une scène trop cliché à la fin du film, en mode le personnage est aux portes de la mort et donc Poté utilise son ultime vœu pour lui sauver la vie. Bref, du vu et revu, mais heureusement le film a réussi à l'éviter. J'ai presque envie de dire ouf. Perrault est surtout présent pour détendre l'atmosphère et surtout rappeler qu'il s'agit bien d'un film familial. Moins fan par contre de sa shape et du traitement de ses yeux que je trouve un poil trop cartoon. Kitty est un personnage féminin fort, elle incarne une rationalité, une stabilité et un professionnalisme, là où Poté fonce vers le danger et où Perrault, se contente d'être lui, c'est déjà ça. Elle n'est par contre pas du tout chiante pour ça, au contraire, elle possède une bonne balance de caractère. Je pourrais la comparer facilement au personnage de Tigresse dans Kung Fu Panda par exemple. Mais l'une des grandes forces du film réside dans ses antagonistes. Dans le classement, j'ai le moins aimé Little Jack, un grand gamin gougou gaga je veux des pouvoirs parce que j'ai envie. Bon, on souffle. Non, en vrai, ce qui m'a le plus plu, c'est les liens qu'il a avec sa team de brigands pâtissiers, que je trouve assez drôle tellement ce sont de grosses victimes tout au long du film. On a ensuite Boucle d'Or, accompagné de papa, maman et bébé ours. Ils forment un quatuor vraiment efficace, car chacun remplit son rôle, tantôt à faire rire, tantôt à émouvoir. Elle a un chara-design que j'aime beaucoup, à la fois petite souillonne, mais super badass avec son bâton. Petite faiblesse par contre sur sa voix française, je trouve. Rien à redire du côté des ours. Je les aime beaucoup parce que ce ne sont pas réellement des méchants. Les parents ours veulent juste que leur fille adoptive soit heureuse en exaucant son vœu le plus cher, avoir une vraie famille, qui, si ça se trouve, est sous ses yeux depuis le début. Et enfin, nous avons le grand méchant loup, alias la mort personnifiée, pourchassant Poté durant le film avec une scène introductive épique, faisant froid dans le dos tellement la mise en scène de ce personnage est horrifique et tellement originale. On voit du sang quand même, c'est un détail mais ça n'est pas anodin. Non, sérieusement, c'est devenu l'un de mes antagonistes préférés, tout film d'animation confondu. Il est charismatique, extrêmement bien animé, mise en scène et doublé. J'adore sa manière d'apparaître en sifflotant à certains moments du film, car la mort se fait attendre et joue avec
avec la peur de notre héros. Le traitement des couleurs qui ressortent dans ses yeux et dans ses mouvements est tellement stylé aussi. Bref, on le voit très peu dans le film, mais ça me convient parfaitement. C'est comme cela qu'on est censé apprécier un bon méchant. Un antagoniste quasiment impossible à battre pour le commun des mortels. Et oubliez toute potentielle histoire d'amitié mon cul qui pourrait rivaliser avec la mort. Non, ça c'est des conneries. Il y aura pas ça dans le film, on n'est pas dans un putain d'animé japonais. Bref, j'ai adoré ce méchant et le fait qu'il soit représenté par le grand méchant loup, l'un des grands traumatismes de notre enfance, ne fait que renforcer son personnage. Par contre, il faut noter un point négatif qui relie presque tous les personnages sauf Poté, ou du moins ce que j'appellerais une incohérence, c'est le fait que tout le monde recherche cette fameuse étoile à vœux et donc doit faire face à de nombreuses épreuves mortelles et tout, pour au final avoir des vœux franchement tout pétés pour certains. À la limite, celui de Little Jack est cohérent, la soif d'avoir toujours plus, ok. Mais pour les autres, bon, surtout Kitty, c'est complètement abusé de risquer sa vie plusieurs fois, surtout pour ça. En gros, tout ce que veulent profondément nos personnages, ils les ont sous leurs yeux depuis le début, comme quoi la morale serait que la destination importe peu, c'est le voyage qui importe. Une formule assez présente chez DreamWorks. Le grand méchant loup, lui, n'est pas concerné par cette histoire de vœux, et ça c'est plutôt cool que les scénaristes l'aient gardé dans sa ligne directrice. Enfin, on va passer à la partie que beaucoup attendaient, j'imagine. Évidemment que je trouve magnifique visuellement, mais malgré les bandes annonces, je ne m'attendais tout de même pas à une claque pareille. DreamWorks a frappé fort pour le coup. Donc, en plus de ces personnages attachants, d'un humour bien dosé et d'un rythme scénaristique effréné, le Chapeauté 2 s'aligne dans la continuité des Bad Guys dans le renouveau graphique du studio. L'animation prend véritablement un virage à 90 dans sa direction artistique. On retrouve d'ailleurs cette animation tout particulièrement chez Sony Animation avec son Spider-Man ou les Mitchell, deux pépites ayant renversé les codes du monde animé et ayant presque créé un nouvel ère dans le secteur. DreamWorks a bien compris cela, tu montes dans le train en marche ou tu restes sur le quai. Comme j'en ai parlé tout à l'heure, on sent qu'ils se sont éclatés dans l'animation de la première scène d'action au début du film. Tout y est, une animation propre de par sa DA parfois fluide, parfois saccadée, pour créer un contraste étonnant mais plaisant pour notre cerveau. Un excellent montage couplant souvent le rythme de la musique à celui de l'action. Encore une fois, ça fait du bien au cerveau et ça prête à ne pas quitter l'écran des yeux pour ne pas en rater une miette. On peut presque dire que la caméra fait parfois office de personnage tellement elle paraît indépendante de l'action, surtout quand Poté la ramène à lui pour sortir une punchline, comme pourrait le faire un Deadpool par exemple. Les décors sont variés et bien réussis, la lumière est chaude et magnifique, l'aspect de la fourrure des chats est aussi très quali, c'est à peine si on ressent la douceur de leurs poils rien qu'en la regardant. Et enfin, un détail que j'adore dans le secteur de l'animation depuis quelques années, les FX en 2D. Qu'est-ce que c'est efficace mon dieu. On l'a très bien vu dans la série Arcane par exemple, mais ajouter des effets 2D pour accentuer une action 3D ne fait que renforcer une direction artistique forte et offre aux spectateurs une multitude d'éléments à voir sur l'écran. La DA colorée, parfois très saturée, rappelle encore une fois à quel point l'animation est un médium indispensable à l'avenir pour raconter ce que l'on souhaite, car il permet une infinité de volontés, là où le cinéma dit classique, en prise de vue réelle, ne pourrait rivaliser. Et ce film, de par sa direction artistique justement, a fait le choix judicieux d'être imparfait. Je m'explique. Selon ma vision, les studios DreamWorks ne sont clairement pas les meilleurs du marché de l'animation dans la modélisation de caractère design. On le ressent dans la licence Shrek, ou justement là dans le Chapeauté, la modé possédant des shapes parfois trop naïves et parfois dérangeantes, surtout sur les personnages humains. Mais dans le Chapeauté 2, le travail de texturing, de lighting et de compositing rattrape vite tout cela et permet de masquer la modélisation. Celle-ci est peinte à base d'aplats ou de brushes parfois brutes, style concept art, et donc apportant réellement un charme au film. En résumé, on voit parfois les défauts de conception 3D. Mais c'est tellement excusable car dans certains cas d'animation, l'imparfait a un certain charme. Le Chapeauté 2 n'apporte pas forcément un vent frais dans le secteur du cinéma d'animation actuel, mais le consolide en allant dans la bonne direction et en exprimant sa créativité sans limite. J'ai adoré les Bad Guys, mais c'est définitivement ce deuxième spin-off de Shrek qui va faire en sorte que DreamWorks s'impose à nouveau dans ce Big Three de l'animation avec Disney et Pixar. Bien que Illumination et Sony se font sentir de plus en plus solides aux yeux du grand public. Et je ne voudrais pas trop m'avancer sur l'avenir du Chapeauté, mais quelque chose me dit que le studio n'a pas fini de faire jouer la corde sensible de la nostalgie, notamment avec un potentiel retour de Shrek, mais j'en dis pas plus. En résumé, un scénario simple aux enjeux anticipables, des personnages inégaux mais attachants, un humour maîtrisé, une gestion du sound design aux petits oignons, un casting de qualité sans star talent, If it isn't Puss in Boots himself. une très bonne communication sur les réseaux, Three Bears crime family. What will you have? You got all that? What will there be?
My voice is like a warm glass of leche. Sean, seriously, look at me, look at me, look into my eyes. Are you trying to kill me, Sean? Une direction artistique et une animation quasi parfaite. Et enfin, un bon espoir pour l'avenir du cinéma d'animation. J'ai passé un super moment devant ce film. Revoir un long métrage d'animation au cinéma m'a fait grave plaisir. Forcément, l'image est plus grande et le son est extraordinaire. Encore une qualité du film d'ailleurs. Bref, je recommande vivement d'aller voir ce film pour ceux qui auraient vu le 1, même si ça n'est pas forcément obligatoire, je trouve. Ah, et pour répondre à ma toute première question, non, ça n'est pas le meilleur DreamWorks de tous les temps. Il est excellent, hein, mais je ne trouve pas que ça soit le numéro 1. D'ailleurs, si ça vous dit, je vous révélerai qui est mon numéro 1 et pourquoi dans une future vidéo. Donnez-moi vous aussi votre préféré dans l'espace commentaire, histoire qu'on compare un peu. Sur ce les amis, je pense avoir fait le tour de la question. J'espère ne pas avoir dit trop de conneries, c'est encore frais dans ma tête. Et j'espère aussi vous avoir donné envie d'aller voir le film. J'ai vraiment kiffé et j'ai hâte de le voir en VO. Je pense que je l'aimerai d'autant plus. Vous pouvez vous abonner à la chaîne si la vidéo vous a plu, lâcher un like et un partage, tout ça vous connaissez. Road to 2000, je vous fais confiance là-dessus. Bref, vive l'animation, n'arrêtez jamais d'en regarder, mais surtout, n'arrêtez jamais de rêver. À la prochaine!